Voilà, il y a quelques jours, je vous ai laissé donc à la frontière entre le Mozambique et la Tanzanie, avec l'idée de réfléchir sur ce qu'allait être ou ne pas être la suite du tour du monde. Donc aujourd'hui, on est le 15 mai, nous sommes en Tanzanie, donc on a pris le chemin du retour puisque nous avons décidé, l'équipe et moi, d'arrêter le tour du monde. Alors pour plein de raisons, d'abord parce que je crois qu'il y a une succession d'événements qui ont fait que on s'est dit que ça allait être difficile de continuer. Bien sûr le bateau qui est perdu, donc difficile de continuer un tour du monde à la rame et en courant quand on n'a pas de bateau. Donc la décision a été prise d'arrêter officiellement ce tour du monde. Si on voulait faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur les derniers jours et ce qui nous a conduit à arrêter ce tour du monde, je crois que ça a commencé d'abord bien sûr sur cette traversée entre Majanga et ce qui devait être le Mozambique à la rame, avec des grandes difficultés bien sûr au début, des difficultés, je crois, j'allais dire de navigation, de route, de bonne route. Le canal du Mozambique est extrêmement difficile, donc c'est vrai que même les routeurs, personne n'est sûr de ce qu'on peut faire. Ça dépend des moments, des saisons, et ce qui est vrai un jour n'est pas vrai le lendemain ou l'autre année. Donc on a commencé par prendre une route qui était au sud, donc essayer de traverser au sud, aller au sud, pour couper après et traverser sur le canal du Mozambique. Il aurait fallu peut-être longer les côtes plus longtemps. Moi je crois que je voulais m'éloigner des côtes parce que j'avais peur un petit peu de me faire ramener sur la côte la nuit, donc ça a été un compromis entre ce que me demandaient les routeurs et ce que je voulais. Mais très vite, au bout de 4 jours, on s'est aperçu que j'étais dans ce qu'on appelle un tourbillon, pour faire simple, avec des courants et les vents, et que je m'en sortirais pas, j'allais tourner en rond pendant des jours et des jours, donc il fallait prendre une décision. Il y avait 3 décisions. La première, de me faire remorquer pendant 20-25 milles nautiques pour essayer de sortir du tourbillon. La deuxième, revenir à Majanga et reprendre une traversée. Et la troisième, qu'on a choisie, donc c'était l'option de repasser par le nord, donc remonter par Mayotte et sur les Comores, et puis après prendre plein ouest pour essayer de toucher le Mozambique. Donc on a pris cette initiative de partir. Donc là ça a été bien pendant 2 jours, je suis remonté plein nord jusqu'à Mayotte. Et puis à Mayotte, à l'origine je devais prendre plein ouest, et les routeurs donc ont décidé, pour des raisons encore une fois de tourbillon qui étaient susceptibles d'être encore là, de remonter encore plus nord, donc de remonter jusqu'à Mayotte. Donc il y avait 3 jours, voire 4 de remontée, qui ont été moins faciles parce que les vents étaient moins importants, les courants étaient moins favorables. Donc il fallait surtout s'éloigner de la côte de plus en plus pour ne pas tomber dans le même travers qu'on a connu quelques jours avant, ce qu'on avait connu quelques jours avant. Donc j'ai remonté un peu péniblement, donc c'est-à-dire en ramant simplement d'un bras, parce qu'il fallait s'écarter vers l'est, toujours s'écarter vers l'est pour pas être trop près de la côte. Donc ça a été un peu difficile, mais bon, ça s'est fait. Les routeurs m'avaient, entre guillemets, dit qu'une fois arrivé aux Comores, au nord des Comores, j'allais trouver ce qu'on appelle, entre guillemets, une autoroute donc, qui m'emmènerait directement donc, sur le Mozambique en 3 jours, avec un grand courant qui m'emporte. Donc j'étais assez rassuré. Malheureusement, je me suis vite aperçu que les alizés du sud-est qui étaient là, malgré le courant, m'emmenaient vers le nord. Et donc ça a été un petit peu un combat. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai ramé beaucoup. Mais je prenais du nord, je dérivais un petit peu vers le nord, c'était pas dramatique, mais j'allais quand même un peu vers le nord. Et on savait qu'il y a un moment, quand on arrive vers la côte entre la Tanzanie et le Mozambique, il y a un courant, il y a un courant qui se sépare en deux. Un qui va au sud, celui qui longe les côtes du Mozambique, que j'aurais dû prendre, et un qui malheureusement s'en va au nord. Et voilà, j'essayais de me tenir, j'étais à peu près dans le milieu, donc il y avait des chances que je passe au sud, il y avait des chances que je passe au nord, mais bon, j'étais pas mal. Et puis, les conditions météo s'en sont un petit peu mêlées, alors ça je ne l'ai pas su tout de suite. Il y a ce qu'on appelle un gros coup de vent qui venait, et donc qui malheureusement venait du sud. Et les routeurs se doutaient bien que ça allait être difficile de lutter contre ça. Et il y a un moment, ce qui est le mercredi soir, je crois, le mercredi 7, je crois, de mémoire, en gros, les conditions commençaient à se détériorer, et j'ai commencé à remonter plein nord, bien sûr contraint malgré, je ne pouvais rien faire, et là je ne pouvais pas tenir le bateau, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus question de ramer, le courant était trop fort, le vent était trop fort. Donc il fallait simplement subir. Alors en espérant que ça se calme, parce que moi j'avais toujours l'espoir que ça se calme. Seulement je crois que tout le monde à terre avait les éléments, et en disant que c'était une tempête qui nous arrivait dessus.
et que de toute façon c'était entre guillemets fini, j'allais partir plein nord. Et quoi qu'il arrive, il était impossible, à la rame du moins, de venir faire autrement. Et les vents se sont vraiment durcis. Et là, ce coup-là, il était impossible après de faire venir un bateau particulier pour essayer éventuellement de me tirer, de me ramener vers la côte, de me sortir de là. C'était de toute façon fini. Et donc, jeudi, vendredi ont été 2 jours terribles pour moi, pour bien sûr toute l'équipe qui était à terre et qui elle subissait d'une autre manière ma dérive et était, ma foi, sans ressources, donc il n'y avait rien à faire. Et j'ai très vite compris que la tempête allait me prendre. Et là, donc, je suis resté à peu près, en gros, 60 heures à subir, couché dans le bateau, terré dans le bateau, sans manger quasiment. Voilà, en m'alimentant le minimum, en m'hydratant le minimum et en essayant de penser que ça allait se calmer. Et très vite, on m'a dit que ça allait pas se calmer. J'ai essayé de tenir, on a essayé de tenir avec l'équipe. On avait des contacts téléphoniques qui malheureusement ont été très perturbés parce que je suis tombé en panne de ce qu'on appelle de flic, donc téléphone par satellite. Donc j'avais plus qu'un téléphone, un autre téléphone de secours, mais qui ne passait qu'à l'extérieur. Et comme il y avait la tempête, je ne pouvais pas sortir. Donc c'était très compliqué, très compliqué, très stressant. Et vendredi soir, quand la nuit est arrivée, donc ça prenait en plus une ampleur assez importante et un peu effrayante pour moi. Je me disais, ce coup-là, je monte plein nord et je montais à peu près à 8 km/h, donc ce qui est énorme. Et je me suis dit, mais personne ne pourra venir me chercher, personne. Peut-être que je ne pourrais plus communiquer parce que j'avais un autre problème, c'était les problèmes de batterie qui commençaient à être très faibles. Donc ça veut dire que si la batterie tombe en panne, c'est terminé, il n'y a plus moyen de me suivre. Peut-être la balise Yellow Brick, mais la balise Yellow Brick a aussi ses limites de batterie. Donc j'avais peur d'être injoignable et introuvable. Et là, je partais plein nord, direction Kenya-Somalie, dans une zone quand même à haut risque de piratage. Et donc j'avais une peur bleue, et j'avais une peur bleue de la tempête. Et vers 20h, 22h, j'ai commencé à essayer de contacter Laure. On a réussi à joindre brièvement et j'ai demandé à Laure de déclencher les secours parce que je pensais que c'était plus raisonnable. Je commençais à perdre un peu la lucidité que je voulais garder tout le temps. C'était assez important pour moi de garder la lucidité parce que je l'avais appris dans mes stages. Il ne faut surtout pas perdre la lucidité, sinon là on va au drame, à la catastrophe, on va à l'irréparable, à l'irrémédiable. Donc vers 22h, 23h, les secours ont été déclenchés auprès du CROSS de la Réunion qui a trouvé un bateau sur zone, un bateau norvégien. Quand je dis sur zone, il n'était pas à côté de moi, hein. Il lui a fallu à peu près, je sais pas, une dizaine d'heures pour venir à ma rencontre. Il est arrivé samedi matin aux alentours de 8h, 8h30. Et donc là, les opérations de secours ont commencé réellement. Donc il a fallu d'abord, bien sûr, secourir l'homme, à priorité à l'humain. Donc la mer était quand même encore très formée. Il a fallu 1 heure pour que, bien sûr, je puisse accéder au bateau pétrolier. Donc la manœuvre n'était pas simple parce que le bateau devait s'approcher tout doucement de moi. C'est un monstre, hein, un monstre qui voit à côté de vous, et le petit bateau Middleton était là. Il a fallu que je puisse récupérer un bout, ce qui n'est pas simple dans une mer démontée et sur un gros bateau, pour me rapprocher de lui, pour me coller à lui, pour que je puisse monter. Le bout a cédé au bout d'une demi-heure, donc je me suis retrouvé encore tout seul en mer. On a relancé un bout, même chose. Et puis le bateau s'est bien approché, ils l'ont bien collé. Et malheureusement, Middleton tapait très fort contre la coque du bateau, donc j'entendais le carbone céder sous les coups. Donc j'ai eu très peur et ils ont réussi à me monter sur le bateau au bout d'1 heure. Et là, ils m'ont dit, bon, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de sauver ton bateau. Et très vite, j'ai compris que bien sûr, le Middleton ne serait pas sauvé parce que c'était impossible de le ramener à bord ou de le tirer. Donc, Middleton a été abandonné, bien sûr, en mer. Ça, c'est peut-être le drame, entre guillemets. Enfin, il aurait pu y avoir plus grave, mais le drame. Pour vous dire que c'était quand même chaud parce que à bord du bateau auquel j'étais, donc le pétrolier, il y avait quand même 8 militaires tanzaniens en armes contre la piraterie et 2 bateaux escortes militaires pour un pétrolier. Donc ça veut dire que on est quand même dans une zone à haut risque. Voilà, donc je suis resté 24 heures sur ce pétrolier qui m'a débarqué en Tanzanie, où Laure avait réussi à avoir toutes les informations, Laure et l'équipe, et elle était là pour m'attendre, donc elle a réussi à venir. J'avais rien, j'avais pas de passeport, j'avais plus rien, j'étais quasiment en short et
au sens propre comme au sens figuré. Et donc voilà, j'ai été débarqué, j'étais heureux de retrouver la terre ferme, sain et sauf. Et après, on a eu toujours l'espoir de dire, on a analysé, de dire est-ce qu'on continue, est-ce que pendant la traversée de l'Afrique en courant, est-ce qu'on ne va pas trouver des solutions. On aurait peut-être pu trouver des solutions pour avoir un nouveau bateau, mais le problème financier serait très vite posé parce que fatalement, il y allait avoir un problème financier. Un bateau qui coûte 100 000 euros, voilà, on ne le remplace pas comme ça, même s'il y a des assurances en partie. Donc fatalement, c'était un coût qui n'était pas du tout prévu, le budget était limite, donc ça nous mettait bien sûr hors course. Il fallait être raisonnable, donc on a pris la décision de ne pas continuer. Je vais faire autre chose. Alors c'est vrai que les gens, il y a beaucoup de questions posées et non posées d'ailleurs et non dites qui se disent mais finalement est-ce qu'il n'aurait pas pu, d'abord est-ce qu'il n'aurait pas pu continuer et est-ce que c'était bien raisonnable de se lancer dans une expérience maritime sans expérience. Je vais vous dire oui c'est sûr qu'il vaut mieux avoir de l'expérience maritime quand on se lance en mer. Ceci étant, très honnêtement je pense que ce concours de circonstances, parce que c'est la tempête vraiment qui a fait qu'on a dû lâcher prise, je pense que même un excellent marin qui n'est plus maître de son bateau, il y a un moment, il faut bien qu'il prenne une décision et qu'on ne peut pas venir chercher. Hein. C'est surtout ça. Techniquement, un bateau particulier ne peut pas venir chercher un autre bateau dans une tempête comme ça. C'est impossible. Personne d'ailleurs, personne ne voulait venir. Laure a essayé de remuer ciel et terre au Mozambique, en Tanzanie. Personne ne dit. Tout le monde disait c'est pas qu'il ne voulait pas venir. C'était impossible. Quoi. Techniquement impossible. Donc je pense que même un très bon marin expérimenté aurait certainement pris la décision d'arrêter, d'abord pour sa sécurité, voilà, pour son intégrité physique et sa vie, donc il aurait pris. Après c'est sûr que j'avais la première expérience quand même de la Réunion jusqu'à Madagascar, donc j'étais un petit peu formé, j'allais dire, je dormais, je savais comment manger, comment m'alimenter, comment bouger sur le bateau, donc ça c'était une première formation, c'est certainement pas suffisant, mais je connais plein de gens qui ont fait une traversée de l'Atlantique à la rame, qui n'avaient jamais mis les pieds sur le bateau avant de partir, donc ça peut se faire. Après il faut un facteur chance que j'ai pas forcément eu, voilà. Pour essayer de faire une comparaison peut-être un peu plus marquante pour les coureurs à pied, parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs à pied qui me suivent et qui m'ont suivi. Voilà, je voulais juste faire l'analogie entre ce qui aurait pu se passer, quelqu'un qui faisait le marathon des sables, qui serait perdu, voilà, qui aurait perdu le peloton, qui serait perdu dans une tempête de sable, avec un téléphone par satellite et avec une balise, et qui serait dit voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Et en regardant sa balise et son téléphone, il aurait vu que très rapidement les batteries seraient mortes, donc il n'y avait plus moyen de le localiser. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait continué à avancer dans la tempête sans savoir où aller? Ou est-ce qu'il aurait déclenché des secours avant qu'il n'y ait plus de batterie? Voilà, c'était la grande question. Et ben, c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi. En disant, voilà, est-ce que je continue au risque qu'il n'y ait plus du tout de moyen de communication et de me retrouver? Ou est-ce que je déclenche les secours dans une tempête? Voilà, c'était pas dans le désert, c'était en mer. Et c'est un peu la même analogie. Donc voilà, donc chacun appréciera. Je pense que tout le monde, certains pourront dire oui, il fallait continuer, d'autres non, c'est bien. Moi, je sais que je ne regrette pas ma décision, même si c'est dur, même si je suis terriblement déçu. Pour moi, pour les sponsors, pour l'équipe d'avoir arrêté le Tour du Monde. Mais je préfère arrêter le Tour du Monde que peut-être d'arrêter ma vie, parce que le Tour du Monde, on ne sait jamais. On pourra peut-être en refaire différemment. Une vie, voilà, il n'y en a qu'une. On parle d'expérience ou d'inexpérience aussi. Je crois que, voilà, j'allais vous dire que souvent les situations créent cette expérience. Alors je m'explique, c'est vrai que j'avais pas trop de nombre de jours de mer réels entre la Réunion et Madagascar, mais là sur cette traversée entre Madagascar et ce qui aurait dû être le Mozambique, voilà, j'ai appris entre guillemets à me bouger, à trouver des solutions, c'est-à-dire que voilà, je me suis vu par exemple une nuit quand les courants et les vents n'étaient pas favorables, me relever 12 fois pour régler mon safran, pour régler ma dérive, parce qu'il fallait bouger, il fallait changer de cap. Donc ça, j'allais vous dire, je l'ai un peu appris dans la situation, et je peux vous dire que dans la situation, et surtout quand c'est chaud, on apprend vite. Donc ça, je pense que j'ai acquis en ces quelques jours une certaine expérience. Voilà, savoir, j'avais jamais mis une encre flottante, j'ai compris quand fallait la mettre et rapidement. Et donc ça aussi, il faut la mettre. Je l'ai 2-3 fois, je l'ai enlevé, je l'ai remis dans la nuit. Apprendre, c'est même pas apprendre, si vous voulez, c'est votre instinct qui fait que vous vous réveillez dans la nuit et vous savez qu'il faut y aller, il faut sortir. Et sortir dans la nuit quand ça bouge sur un bateau à rame, un petit bateau, on est au radeau,
C'est vraiment pas rien. Voilà, je pense que cette expérience malheureuse peut-être m'a appris beaucoup de choses sur la rame, sur la mer certainement aussi. J'ai appris aussi qu'on s'alimentait jamais comme il faut sur la mer. Voilà, au-delà de la tempête où je suis resté 60 jours sans manger, 60 heures sans manger, je crois que on mange pas comme il le faut parce que on est dans un stress de regarder son cap, de tout le temps regarder la ligne, de tout regarder un petit peu comment avance le bateau, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on rame. Et ça, c'est un stress qui vous use et qui vous dérègle un petit peu dans ce que vous devez faire. On part tout le temps avec des grandes idées, oui on va manger, et puis on mange jamais comme ça parce qu'on a toujours une priorité, le bateau. Voilà, c'est ça que j'ai appris aussi. Ouais, ce qui a été aussi difficile pour moi, alors c'est pas un reproche, mais c'est difficile pour moi. Je crois que je suis un homme qui a besoin de. Voilà, je suis pas un enfant. Il faut pas qu'on me cache les choses en disant bon, si on lui dit, il va pas gérer, ça va être une catastrophe. Vaut mieux pas lui donner les mauvaises nouvelles. Moi, je suis peut-être quelqu'un où il faut me donner les mauvaises nouvelles, mais suffisamment en avance, parce que je pense que j'ai peut-être une qualité, c'est celle de me préparer aux choses, mais avec du temps. Et je crois que cette fameuse tempête qui a duré pour moi presque 3 jours. On ne me l'a pas annoncé, pourtant, bien sûr, les routeurs la voyaient. Au bout de 2-3 jours, on voit qu'elle arrive sur vous. Et je pense qu'il aurait fallu me la préparer, me l'aviser, parce que je me serais mieux préparé psychologiquement. Là, j'ai eu quasiment peu de temps, j'ai eu quelques heures pour me préparer à l'arrivée de la tempête, et pour moi, c'était pas suffisant. Voilà, ça, je crois que c'est peut-être une erreur de communication entre nous, mais j'ai besoin de connaître les choses, j'ai besoin de les appréhender, ça me permet d'être plus fort. C'est vrai qu'on ne connaissait pas la durée, ça a été un peu un problème parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, ça c'est dur. Mais je pense que voilà, j'ai besoin d'être prêt à affronter les choses et avec du temps. La différence qu'il y avait entre Ouais. La grande différence aussi avec les routeurs, et c'est normal, hein, c'est qu'ils ont quand même des données, des très bonnes données, mais ils ont des données entre guillemets, j'allais dire informatiques, virtuelles, et il y a une grande différence entre le virtuel et la réalité, même si le virtuel nous aide beaucoup dans la navigation. Quand vous êtes sur l'eau, c'est extrêmement différent. D'abord, vous n'appréciez pas les données de la même manière. Je pense que les données d'ailleurs sont toujours un petit peu faussées, c'est pas le mot, mais il n'y a pas les vraies données. C'est-à-dire quand on vous donne 20 nœuds de vent, souvent ça peut être 25 ou 30 nœuds de vent en réalité. Quand on vous donne 2-3 mètres, ça peut être 4 mètres de vague. Donc ça, il faut bien le comprendre. Voilà, donc il y a un petit décalage, donc il faut surtout essayer de faire la part des choses, de mon côté bien sûr, en disant qu'ils n'ont que les informations qu'ils peuvent avoir, et eux aussi savoir que peut-être que moi j'ai des informations qu'ils n'ont pas. Et il y a des moments, les routeurs me posent la question, ils disent mais est-ce que tu rames vraiment, et oui je ramais. Malheureusement, Middleton est un bateau qui est un peu particulier, donc qui a une prise au vent, qui a un fardage énorme, donc c'est super quand on est au portant, on avance très vite. Malheureusement, quand on est des vents de travers, c'est un bateau qui est quasiment incontrôlable. Et les routeurs souvent ne comprenaient pas pourquoi j'arrivais pas à ramer ou pourquoi je ramais pas sur un vent de travers pour essayer d'avancer. Et voilà, je crois que c'est la particularité du bateau. Et j'ai essayé, franchement j'ai donné tout ce que je pouvais, jusqu'à presque l'épuisement. Ça peut paraître un peu extrême, mais presque l'épuisement. J'ai jamais été aussi près de l'épuisement en rame qu'en course à pied. En course à pied, j'ai eu des trucs où c'était dur, mais jamais j'ai été au bord de l'épuisement comme à la rame. Mais encore une fois, c'est dû aussi au fait qu'il y a vraiment un problème mental qui vient se joindre au problème physique.